Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Clôture hier à Abidjan du séminaire gouvernemental qui s'est ouvert mercredi dernier. Ce séminaire avait pour objectif principal l'élaboration du programme du gouvernement. Les temps forts de cette cérémonie de clôture ont consisté en la lecture du communiqué final par le ministre porte-parole du gouvernement, le mot du président de la CGC et le mot de fin du Premier ministre. Le dossier Vidici de cette édition ouvre une lucarne sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Des spécialistes avancent le chiffre de 15 000 cas d'AVC par an en Côte d'Ivoire. En 2019, l'OMS a annoncé près de 9 millions de décès par AVC dans le monde. La chirurgie carotidienne permet de sauver les patients et de prévenir des risques d'AVC. Aujourd'hui, samedi 24 avril 2021, c'est jour de vote dans la circonscription électorale d'Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla. À plus de 20 000 électeurs choisissent ce jour leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le point à mi-journée de ce vote, on en parle en début de journal. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction la circonscription électorale d'Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla, où nous sommes aujourd'hui samedi, jour de vote. Plus de 20 000 électeurs choisissent ce jour leurs représentants à l'Assemblée nationale. Suite au décès d'une candidate, le scrutin du 6 mars dernier n'avait pu se tenir dans cette circonscription. Voici à présent venue l'heure du vote. Après 3 jours de campagne, ils sont 5 à prétendre au poste de député. C'est Mme Matana Ouattara, préfet du Niakaramadougou, qui a ouvert le vote. Les bureaux fermeront à 18 h, mais sur place, on retrouve Kader Sogodogo pour un point à mi-journée. Samedi, jour de vote, ici dans la circonscription électorale de Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla. Ils sont au total 20 241 électeurs qui ont à choisir entre 5 candidats, leurs représentants uniques à l'Assemblée nationale. Le vote qui a démarré à 8 h se déroule jusqu'à présent sans incident. Pour cette mi-journée, le constat est que la sécurisation est garantie. Il y a au sein des bureaux de vote le respect des mesures barrières. Tout se passe en tout cas pour le mieux. Il faut savoir que l'élection législative du 6 mars 2021 n'a pu se tenir dans cette circonscription suite au décès d'une candidate. Rendez-vous donc à 18 h pour la fermeture des bureaux de vote. Merci à vous Kader Sogodogo, que l'on retrouvera certainement dans nos prochaines éditions pour un autre point. Un rapport avec cette actualité, retour à Abidjan, clôture ici hier, vendredi sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement du séminaire gouvernemental qui s'est ouvert mercredi dernier. Ce séminaire avait pour objectif principal l'élaboration du programme de gouvernement qui s'est déroulé en 3 grandes étapes, la cérémonie d'ouverture, les travaux et la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture a été marquée par 2 temps forts, la lecture du communiqué final par le ministre porte-parole du gouvernement, le mot du président de la CGC et le mot de fin du Premier ministre, Alexis Ouedraogo. 72 heures pour asseoir une stratégie gouvernementale susceptible d'améliorer efficacement et réellement le quotidien des Ivoiriens. C'est l'exercice de ce séminaire gouvernemental qui ferme ses portes ce vendredi avec des objectifs très précis pour chaque département ministériel. Nous devons mobiliser des capitaux extérieurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le sport deviendra une source de création de richesse et d'emploi pour les jeunes générations. Les infrastructures, c'est le support quand même du développement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien du tout. Les Ivoiriens auront une côtière d'ici 1 an et demi, la côtière sera entièrement terminée. Beaucoup de chantiers sur l'ensemble du territoire, nous repartons très heureux. Nous nous engageons dans un nouveau partenariat avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons un Premier ministre, qui est passionné par sa mission et nous sommes ses collaborateurs. Nous nous mettons dans cette dynamique-là pour réaliser ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et le gouvernement compte aller plus loin dans tous les secteurs pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune de travail gouvernemental sur la période 2021-2023 avec un focus sur l'année 2021. Note inédite de ce rendez-vous, la participation du secteur privé aux échanges ce vendredi, une initiative saluée. Cette journée est mémorable pour le secteur privé ivoirien. Je suis à mon 3e SMS reçu de collègues présidents de patronat d'Afrique centrale, d'autres régions de l'Afrique, qui ont eu
l'information de cette rencontre et qui s'émerveille devant ce qui se passe ici aujourd'hui au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et si le secteur privé s'émerveille ainsi, c'est que le gouvernement lui donne aujourd'hui la pleine place dans sa politique de développement. Aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager in fine une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Pour le chef du gouvernement, l'heure est au travail vite et bien fait pour le bien-être des populations. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Nous avons su au cours de ces 3 jours tout à la fois bien prévoir et bien choisir pour arrêter nos actions prioritaires 2021 et bâtir notre programme de gouvernement jusqu'en 2023. Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. La mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Un suivi strict devra encadrer la mise en œuvre des résolutions de ce séminaire. Prenons à présent la direction de la centrale thermique d'Azito à Yopougon qui a reçu hier vendredi la visite du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à Thomas Camara. Une visite pour s'enquérir des travaux d'extension de la centrale, mais surtout pour s'assurer du bon fonctionnement des installations après les incidents survenus sur ces installations. Incidents qui ont entraîné récemment des perturbations dans la fourniture de l'électricité aux abonnés. Témoin de cette visite terrain, Jean-Louis Congo. Première sortie pour Thomas Camara depuis sa nomination à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une visite des travaux de la phase 4 de la centrale électrique d'Azito de Yopougon. Un choix quelque peu forcé par la situation du moment. Il y a 2 jours, un incident est survenu sur une de nos grosses machines de production ici à Azito. Et cela a occasionné beaucoup de perturbations au niveau des populations. Et donc, nous sommes venus ici pour nous enquérir de la situation et nous assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Au terme des échanges avec les responsables de la centrale et la visite des installations, le ministre s'est voulu rassurant à l'endroit des populations. Nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos. Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir du manque d'électricité pendant cette période-là. Le ministre s'est réjoui de l'avancée des travaux de la 4e phase de la centrale, une extension qui permettra d'accroître l'offre d'énergie aux populations. Le chantier est bien avancé. Il est tenu par les équipes 24 heures sur 24, de sorte à respecter la date de août 2021 où cette nouvelle production rentrera et elle permettra de soulager définitivement l'équilibre offre-demande et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture. Avec une puissance installée de 430 MW, soit 20% de la capacité nationale, la centrale d'Azito pourra atteindre les 710 MW à l'achèvement de cette 4e phase d'extension, ce qui permettra d'offrir aux populations une électricité abondante et de meilleure qualité. Reportage signé Jean-Louis Bampo. On ne le dira jamais assez, il faut faire attention sur nos routes car les conséquences de la vitesse et de l'imprudence au volant endeuillent les familles et marquent à vie les personnes qui en sont victimes. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a visité les victimes de l'accident de la circulation survenu sur l'axe Yopougon à Bobo. Miss Belmont Dogo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux blessés et à leurs parents, occasion de les rassurer de l'assistance du gouvernement, une assistance qui prendra en compte également la famille des personnes décédées. Mamadou Kouassi.
La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation survenu en Dautré, Miss Belmont Dogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ses victimes internées dans une clinique à Yopougon. De quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc ce sont les vitres là, quand ça s'effondrait, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc je sens les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à soulever. Bon, ça va un peu, mais il y a un peu les douleurs au niveau du dos. Pour l'instant, ça va un peu. Au niveau de mon pied, ils sont des douleurs. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins vraiment plus poussés, parmi lesquels il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocodine pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures. Pour les 4 autres restants, la prise en charge a été vraiment faite. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmont Dogo une enveloppe. Il s'agit, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur instruction du Premier ministre, nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite les présenter nos vœux de prompt rétablissement. Nous avons appris la triste nouvelle des 10 de nos frères décédés dans cet accident. Donc aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux pour prendre une part active au malheur qui les touche. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écoute. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est écœurant, mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ces blessés. Mais on a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges des blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Dautré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. Le gouvernement solidaire des familles des victimes, et nous avons avec nous sur ce plateau M. Komi Diomon, directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère du Transport, qui est porteur d'un communiqué. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour M. Guivet. Communiqué du ministère des Transports relatif à la suspension des inspecteurs des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes de notre pays, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans de meilleures conditions de sécurité et de confort, il est apparu nécessaire pour le ministère des Transports d'assainir le parcours de l'obtention du permis de conduire. Aussi, suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire, le ministère des Transports informe les candidats aux examens que pour des raisons d'enquête approfondie et de nécessité de service, il est décidé, à compter du lundi 26 avril 2021, de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rassurer les candidats aux examens du permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 3 mai 2021 et seront assurés par les agents de la Gendarmerie nationale pour une période de 3 mois, le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des 10 examens. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver des vies humaines et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, le ministre des Transports invite les candidats aux examens à la patience et l'ensemble des usagers de la route au strict respect des règles du Code de la route. Fait à Abidjan le 23 avril 2021, le ministre des Transports,
Amadou Koné. Alors, monsieur le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des Transports, nous ne pouvons vous avoir sur ce plateau sans vous faire part de certaines préoccupations. Vous me direz bien sûr qu'il faut bien commencer un jour et quelque part, mais pourquoi cette décision est prise maintenant? Alors, il faut savoir que depuis 2018-2019, le ministère des Transports a engagé un certain nombre de réformes, notamment donc la réforme du permis de conduire, et nous avons eu un certain nombre de résultats qui nous ont montré un certain nombre de dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements sont en train d'être corrigés. Malheureusement, l'année blanche qu'a connue la Côte d'Ivoire à raison de la Covid-19 en 2020 ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout donc, des réformes. Nous travaillons donc avec la Banque mondiale et aujourd'hui, nous sommes à même de dire qu'aujourd'hui, les choses vont dans le bon sens. Voilà un peu aujourd'hui ce qui nous permet de dire que nous allons approfondir et dire que à partir de maintenant, le ministère des Transports va prendre des sanctions très fermes à l'encontre des personnes qui se sont révélées indélicates. Alors, ces accidents sont de plus en plus récurrents. Pendant la semaine pascale, on a pu également assister à de nombreux accidents. Qu'est-ce qui explique cette fréquence? Alors, ces fréquences de ces accidents, on pourrait les expliquer par l'incivisme. On pourrait l'expliquer également par l'imprudence, la négligence des conducteurs, les véhicules en mauvais état, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons diverses et variées qui nous amènent à dire qu'il faut prendre les choses en main à partir de maintenant et faire en sorte que désormais le ministère des Transports soit vraiment le ministère de moins en moins décrié pour les accidents. Et une dernière question. Il faut préciser à ce niveau-là que plusieurs services entrent en ligne de compte. Plusieurs services de l'État, évidemment. Donc, c'est la conjugaison donc, de tous les efforts de ces services que nous permettront donc d'aller vers la tolérance zéro. D'accord. Une dernière question pour terminer. Comment sera désormais géré l'écosystème qui entoure justement la délivrance du permis de conduire? Alors, désormais, nous sommes dans la phase de dématérialisation. Il faut couper les liens entre les inspecteurs et les candidats au permis de conduire. Et cette dématérialisation est en marche. Nous avons aujourd'hui, au ministère des Transports, plusieurs projets qui nous permettent désormais de faire en sorte que, et même pour ceux qui ne savent même pas parler le français, de pouvoir être devant un ordinateur et passer le code, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui vraiment est la solution à la problématique des accidents de la circulation. Alors merci à vous, monsieur le directeur. Je rappelle que nous recevions à l'instant monsieur le directeur des affaires juridiques du contentieux au ministère des Transports. Il faut donc faire attention, respecter les limitations de vitesse, éviter les dépassements inutiles et prêter oreille attentive aux recommandations formulées en matière de sécurité routière. Et parlons justement de prêter oreille attentive. Avez-vous déjà entendu parler d'implantation cochléaire? Eh bien, c'est une opération chirurgicale de l'organe auditif. Elle permet aux enfants âgés de 6 ans au plus et atteints de surdité de retrouver l'audition. Une dizaine de médecins spécialistes en ORL ont bénéficié d'une formation sur cette opération chirurgicale lors d'un symposium. C'était hier, vendredi, à l'hôpital Mère-Enfant, Dominique Ouattara de Bingerville. Didier Nguessan. 23 enfants âgés de 6 ans au plus et atteints de surdité ont retrouvé l'audition grâce à l'implantation cochléaire, une opération chirurgicale de l'organe auditif. Cette opération pratiquée depuis 1 an au sein de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est un succès. Depuis 2 jours, une mission chirurgicale vient d'opérer 6 enfants. Elle forme également une 50aine de médecins orthophonistes et spécialistes en ORL, le but étant de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la prise en charge des déficiences auditives en Afrique subsaharienne francophone. L'épineux problème du dépistage de la surdité de l'enfant, dont l'enjeu est de favoriser une prise en charge et donc un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoce du jeune enfant et qui, sans notre intervention, ne pourra pas redonner la joie à sa famille de pouvoir un jour entendre la voix de ce bébé qu'ils ont vu naître. Cette formation est la base à toute chirurgie, d'autant plus que cette chirurgie d'implantation cochléaire est une chirurgie minutieuse qui est réalisée par des mains expertes. Grâce à vous et votre participation, nous avons eu une semaine enrichissante, intense, avec beaucoup d'échanges très promoteurs qui vont nous permettre de développer davantage nos différents projets et programmes d'implants cochléaires et aussi d'autres projets en coopération avec l'Agence de développement autrichienne. L'intervention en bloc opératoire est suivie en temps réel par les participants.
En Côte d'Ivoire, environ 5 000 enfants naissent sourds chaque année. 200 000 autres ont une perte auditive invalidante. La formation de compétences locales en implantation cochléaire est un espoir. Le reportage qui va suivre dans quelques instants vous conduira dans une de ces articulations au cœur d'une opération chirurgicale pratiquée alors que la victime reste éveillée, le patient reste éveillé. Il s'agit de la chirurgie carotidienne qui permet de sauver des patients, de prévenir des risques d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Une femme âgée de plus de 50 ans ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche a subi cette intervention réalisée avec succès par des praticiens binationaux 10 jours après avoir assisté à l'intervention. Nos équipes l'ont rencontrée et la dame dit bien se porter. AVC, prévention et traitement, un dossier vide ici proposé par Walter Amadou Ouattara. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est plus ou moins connu des populations. Pourtant, la maladie est très redoutée. Une dame dans mon quartier, elle a dormi la nuit, matin elle s'est réveillée, elle a eu la bouche qui est penchée. Elle n'arrivait plus à retrouver ses membres. Ce qui cause l'AVC, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire, à force de trop penser, ça se manifeste comme quelqu'un qui perd conscience. Et ça te rend bobo aussi. Ce que je sais des AVC, c'est lié à l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras. Un AVC se manifeste quand le sang cesse d'irriguer le cerveau. Privé d'oxygène, les cellules du cerveau se détériorent, s'ensuivent les symptômes proprement dits de l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'AVC. Le premier type, c'est une obstruction de l'artère qui va irriguer le cerveau. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire ischémique qui représente environ 80 à 85% de nos patients en hospitalisation. Le deuxième type d'AVC, c'est l'accident vasculaire hémorragique. C'est un éclatement du vaisseau. En décembre 2020, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés aux maladies cardiaques a augmenté de plus de 2 millions depuis l'année 2000 dans le monde. Cela pour atteindre près de 9 millions de décès en 2019. Les maladies cardiaques représentent 16% du total des décès, toutes causes confondues. Toujours selon des statistiques de l'OMS, les prévisions pour 2030 sont alarmantes avec 12 millions de décès par AVC, 70 millions de patients ayant survécu à un AVC. C'est une maladie qui est grave. Elle est à l'origine de la première cause de décès chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. Elle est également à l'origine de la première cause du handicap chez le sujet jeune. C'est une maladie qui survient à tout âge. En Côte d'Ivoire, des spécialistes estiment à 15 000 cas d'AVC par an. L'accident vasculaire cérébral constitue un problème majeur de santé publique, tant par le nombre de personnes atteintes que par les conséquences médicales, sociales et économiques. Hier, c'était polio qui fatiguait, qui paralysait. Aujourd'hui, c'est l'AVC qui te ramène à la case de départ. Mais c'est pas facile. Mais on n'a pas voulu être malade. Relativement à la complexité de cette question de santé publique, des organisations non gouvernementales s'impliquent dans la sensibilisation. C'est le cas ici avec l'ONG AVC Espoir, basée à Abidjan. Moi, j'ai fait l'AVC en 2009, à 35 ans quasiment. Et donc, c'est un sommet. Vous imaginez, à 35 ans, vous vous attendez à une éclosion professionnelle. C'est maintenant que vous entamez votre vie de femme. Vous êtes en pleine construction. Et c'est à cette étape de la vie que moi, j'ai fait un AVC. Donc, il m'a fallu, j'ai envie de dire, me trouver d'autres priorités, en fait. Me concentrer sur ma survie. Il faut savoir que quand vous faites un AVC, ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous devez réapprendre quasiment tout. Au niveau du traitement, les nouvelles sont bonnes pour les patients ivoiriens. On parle de plus en plus de chirurgie carotidienne. On peut prévenir un AVC en faisant une échographie de la carotide, ce qu'on appelle des troncs supraortiques. Donc cette échographie, on souhaite la démocratiser ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir prévenir un AVC. Avec l'échographie, donc on met l'échographie sur l'artère du cou et c'est ce qui va permettre de savoir si l'artère est rétrécie ou pas. Si l'artère est rétrécie, il peut y avoir un AVC. Donc on a opéré 5 patients
qui avaient des sténoses carotidiennes et on souhaite pérenniser et démocratiser ce genre de technique ici parce qu'on a déjà le plateau technique. Afin de voir de plus près l'atout de la chirurgie carotidienne, nous sommes autorisés à prendre part à un entretien avec une patiente ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche. Ce rétrécissement peut causer un AVC. La patiente a souhaité garder l'anonymat. Il m'a expliqué donc qu'il va faire une anesthésie locale et puis c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et ça me donne de l'espoir. Plein de gens ont des AVC alors qu'on aurait pu prévenir. Donc si on peut prévenir, ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Le médecin traitant est plus que confiant. Les pourcentages de chance sont très élevés. L'intervention chirurgicale consistera chez une patiente éveillée, donc réveillée pendant l'intervention chirurgicale, à ouvrir l'artère du cou et à enlever cette plaque d'athérome. Nous en avons besoin pour 1 heure, 1 heure et demie. Et 2 heures après, la patiente remonte en chambre. Elle reprendra son déjeuner ou son dîner. Et voilà, dans des conditions tout à fait normales. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que ça va, madame? Ça va. Ok, super. Voilà, tout se passe très bien. Continue. L'intervention a été une réussite. Satisfaction totale pour le directeur de la structure médicale qui l'a accueilli. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Afif Gassani qui vient faire une opération de la carotide, qui était une première en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes très contents que cela se passe à la. Nous sommes aussi contents de la collaboration que nous avons avec le docteur Afif Gassani. 10 jours après l'opération chirurgicale, la patiente anonyme se porte bien. Pour quelqu'un qui a subi une telle opération, parce que c'était une opération majeure quand même, je me sens parfaitement bien. Juste quelques temps après l'opération, j'ai eu quelques remontées gastriques, mais ça c'est dû à l'anesthésie. Et puis, c'est pas la première fois. Avec mes opérations précédentes, j'ai eu le même effet. Donc, à part ça, tout est bien. Je me sens très bien. En Afrique subsaharienne, les AVC représentent la 3e cause de mortalité et d'incapacité motrice dans les centres de neurologie. Les spécialistes de la lutte contre cette pathologie exhortent les populations à une consommation réduite du sel, à bannir le tabac, l'alcool, à éviter les situations favorisant le stress et la sédentarité, principale cause de l'hypertension artérielle. Une bonne hygiène alimentaire et comportementale équilibrée est fortement recommandée. Et à côté de cette maladie, il y a également la Covid-19 qui continue malheureusement de sévir en Côte d'Ivoire. Il faut continuer d'observer les mesures barrières. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 23 avril 2021, 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 2072 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 28 guéris et 2 décès. À la date donc du 23 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 765 cas confirmés, dont 45 311 personnes guéries, 279 décès et 175 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 581 820. Le 22 avril, 4 147 personnes ont été vaccinées, soit un total de 113 224 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le médiateur de la République installe des comités de veille, de suivi de la cohésion sociale, des comités mis en place dans les départements d'Aboisseau et d'Adiaké qui seront chargés d'aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l'administration. Amadou Kouassi. Ils sont 15, tous issus des différentes composantes de la société du département d'Aboisseau. Ces hommes et ces femmes vont conduire le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En recevant leur feuille de route des mains du secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, ce comité s'est engagé à maintenir le climat social apaisé. Nous sommes conscients du travail qu'il y a à faire dans la mesure où nous-mêmes, en tant que chefs de village, notre rôle, c'est de faire en sorte que la cohésion sociale règne dans nos localités. Donc, moi, je pense que c'est un plus qu'on a ajouté à nos fonctions. Il nous appartient d'anticiper. Oui, le corps préfectoral est là
vous venez en soutien à l'action que le corps préfectoral mène. On aura besoin de vous. C'est du bénévolat que vous allez faire, donc soyez disponibles. Placé sous la tutelle du médiateur de la République, le chef de délégation a réitéré l'appel d'Adama Toungara, celui de tout mettre en œuvre pour la paix dans le sud Komoué. Des relais dans nos villages, dans nos sous-préfectures, dans nos villes, pour que la paix et la cohésion sociale soient le quotidien des Ivoiriens. On le dit souvent et on ne le dit pas assez. La paix et la santé sont les deux éléments essentiels de la vie. Après Abosso, cap a été mis sur le département d'Adiaké. Ici également, le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale est installé par l'équipe du médiateur de la République et par le préfet. Occasion saisie par le préfet de passer un message à ce comité dirigé par le chef du village d'Adiaké afin de maintenir la paix dans ce département. Face à cette lourde tâche qui exige d'énormes sacrifices, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des autorités administratives pour vous permettre d'accomplir votre mission afin de préserver et renforcer la paix et la cohésion sociale qui ont toujours régné dans notre belle cité. Message soutenu par les envoyés d'Adama Toungara qui invite les acteurs politiques à œuvrer aussi pour la paix, mais surtout à prôner des messages de paix et de vivre ensemble. Ces comités-là doivent donner des informations aux médiateurs de la République relativement à la situation de la cohésion sociale dans leur localité. Informer le médiateur de la République par rapport au système d'alerte précoce dès qu'ils sentent qu'il y a une situation qui pourrait éventuellement devenir un grand conflit, c'est d'anticiper eux-mêmes déjà sur le terrain. Ensuite, ils peuvent porter ces informations-là à la connaissance du corps préfectoral. En cas de besoin, porter cela à la connaissance du médiateur de la République. Avant Abosso et Adiaké, Tiapoum a vu également l'installation de son comité de veille qui doit œuvrer aussi pour la paix sociale. Sachez également que la problématique de l'apatridie est au centre d'une formation à Yamoussoukro. Cette initiative de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le DARA, est soutenue par le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Elle regroupe les membres des commissions nationales d'éligibilité au statut d'apatride, de recours, une mise à niveau qui va garantir une meilleure efficacité dans les prises de décision. Parlons à présent de Ramadan pour soutenir la communauté musulmane en ce mois de Ramadan et lui permettre d'accomplir en toute quiétude ce quatrième pilier de l'islam. Le district autonome d'Abidjan, à travers le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, a offert au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire un important don composé de sacs de riz, de sucre et de boîtes de lait. Témoin de cette remise de dons au COSIM, notre reporter, Koné Pargassoro. Les émissaires du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, situé à la grande mosquée de Trécheville. Ils sont allés les mains chargées. Des sacs de riz et de sucre de 25 kilos et des packs de lait d'une valeur de 9 225 000 francs CFA. L'objectif de ces dons, permettre à la communauté musulmane d'accomplir en toute quiétude le quatrième pilier de l'islam, le jeûne de Ramadan, mois de piété et de partage. À chaque occasion du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan fait montre vraiment de sa solidarité en soutenant la communauté musulmane. Je voudrais, à l'occasion de ce mois de jeûne, exhorter la communauté musulmane à multiplier les prières pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer dans la paix. Le COSIM, à travers son secrétaire exécutif, a salué la démarche du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Le ministre Mambé, nous le considérons comme un confrère, comme un collègue, parce que c'est un prédicateur. Donc nous ne sommes pas du tout surpris de tous les actes de solidarité qu'il pose, parce qu'au départ, c'est un religieux. Que Dieu le bénisse. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix que cette cérémonie de remise de dons du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé au nom du président de la République Alassane Ouattara au COSIM a pris fin. Et c'est sur cet acte de solidarité que se referment les pages de cette édition. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.